Merci, quel accueil. C'est toi le grand organisateur. Je ne suis pas le grand organisateur. En tout cas, c'est bien sûr un plaisir d'être avec vous. Moi aussi, vous allez me dire, c'est un peu banal, mais j'adore le Maroc et depuis très longtemps. Et donc, je suis proche du Maroc. Donc, c'est un plaisir d'être là pour parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui est un sujet très fondamental pour l'organisation des systèmes de santé, comme on va essayer de le voir. Donc, messieurs les directeurs généraux des différentes agences de santé publique et de développement digital, madame la représentante, que je ne vois plus, mais qui ne doit pas être loin, de la Banque africaine de développement, mon cher Jacques, messieurs les présidents des universités et chers amis, c'est vraiment un bonheur et un honneur pour moi d'être avec vous. Donc, pour introduire les débats, et on va avoir une journée, une matinée, qui va s'organiser autour des différents benchmarks et des différents modèles. Donc on va avoir plusieurs présentations qui vont se succéder. Donc normalement, ça devrait suivre. Je vais essayer très brièvement, c'est ce que m'a demandé Jacques, ce que m'a demandé l'IDAT, de résumer les grandes tendances d'évolution du marché de la santé. Et vous allez voir que ce ne sont pas des tendances d'évolution, mais c'est une vraie révolution du XXIe siècle. Et puis on verra bien sûr ensuite les aspects techniques avec les experts, et puis on aura une petite table ronde pour parler des enjeux de réseau. Sans technologie, on ne va pas très loin. Moi, je ne vais m'occuper que de la piste d'atterrissage. Mais nous avons besoin des experts qui s'occupent des moteurs des avions et d'avoir des avions les plus performants possibles. Donc moi, je suis médecin. J'ai un cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans la santé, FSNB Health and Care, et puis j'ai aussi une plateforme d'affaires publiques et de communication, tous pour la santé, où on s'occupe énormément des enjeux de révolution. D'ailleurs, vous verrez un extrait d'une de nos émissions qui montre bien que c'est très intéressant, la e-santé, mais que ça nécessite une adaptation des comportements. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, dans ma présentation, je vais essayer encore une fois de faire la plus courte, concise possible, mais en essayant de rester à peu près compréhensible. Je ne parle pas de tendance d'évolution, je parle de révolution du XXIe siècle. Jacques l'a très bien dit, on a énormément d'innovations de rupture. On va parler avec Jean-François juste après de ce qu'est une innovation. Mais vous allez voir que dans la santé, la révolution, les innovations de rupture sont absolument partout. Et que finalement, on a des nouveaux besoins, des nouveaux outils, et on est là pour parler des outils, des nouveaux acteurs, et de fait, on a besoin de nouveaux modèles. Alors, la grande question que m'a posée Jacques, c'était de dire, essaie de nous résumer l'évolution du marché. Un peu complexe. Pourquoi c'est complexe? Mais je me suis quand même donné à l'exercice, parce qu'il y a, à mon avis, 4 composantes de fond qui vont impacter ce marché. Il y a d'abord, évidemment, une explosion de la demande. Pourquoi? Et c'est heureux, le vieillissement de la population. La transformation de pathologie, le cancer est devenu une pathologie chronique. Malheureusement, pas tous les cancers, mais quand j'étais étudiant en médecine chez Jean Bernard, les enfants mouraient de leucémie. Maintenant, malheureusement, certains continuent à mourir, mais d'autres sont devenus des pathologies chroniques. C'est très différent. Quand j'étais étudiant en médecine, il y avait une mortalité d'infarctus du myocarde qui était proche de 20%, et on restait hospitalisé 15 jours. Maintenant, elle est de 3%, et on reste hospitalisé 3 jours en unité de soins intensifs. Et puis, il y a une demande différente. C'est que les patients veulent le meilleur des soins. Le meilleur des soins. Et ils sont de plus en plus informés. Et puis, on est enfin en train de comprendre dans certains pays, on a mis du temps, que la prévention était un bon investissement. Façon très résumée pour parler de l'évolution de la demande. Mais cette évolution de la demande, elle est couplée avec une modification de l'offre. Puisqu'on parle de marché, j'utilise des termes de marché qui ne sont pas d'habitude les termes que j'utilise quand je parle de la santé. Mais ce n'est pas grave. La modification de l'offre, pourquoi? Parce qu'on a une démographie médicale qui est en involution, vous le verrez tout à l'heure. On a parfois, en France par exemple, un plus grand nombre de médecins, mais un moins grand nombre de médecins généralistes disponibles, il y a un moins grand nombre d'équivalents temps plein. Alors,
Quand vous écoutez les analystes, en général, ils vous disent que c'est la féminisation du métier. Je dirais, effectivement, il y a de plus en plus de femmes qui sont médecins, qui n'ont pas les mêmes impératifs de vie. Moi, je parle plus du syndrome des 35 heures, parce que qu'on soit homme ou femme, les jeunes médecins, et c'est leur choix et c'est leur droit, ont envie d'avoir une vie beaucoup plus équilibrée que celle qu'on avait quand on était jeune. On a une multiplication des déserts médicaux. Bien évidemment, vous connaissez très bien ça au Maroc avec les territoires ruraux. À titre d'exemple, savez-vous quel est le premier désert médical de France? Eh bien, le premier désert médical de France, c'est l'Île-de-France, Paris et sa région. Pourquoi? Parce que la définition d'un désert médical, c'est un rapport entre le nombre de médecins disponibles sur la population. Et on a des zones complètement sinistrées comme le 93 ou le 9-3, si vous préférez. On a un exercice pluriprofessionnel. Les jeunes ne veulent plus exercer de façon isolée comme l'ont fait nos pères, comme nous on a pu le faire. Moi j'étais à l'hôpital, donc j'ai jamais été isolé. Ils veulent un exercice pluriprofessionnel. Ils ne veulent plus être seuls. Et puis enfin, on est passé de l'évidence-based médecine, la médecine par les preuves, à une evidence-based practice. C'est bien d'avoir des preuves sur des médicaments en amont, c'est encore mieux de démontrer la valeur concrète dans les conditions de vie réelles. Alors, le troisième, vous le connaissez, c'est la faillite de tous les systèmes de santé. Quand je parle de faillite importante. On a bien évidemment des innovations qui sont en très forte croissance, on va en parler, un tsunami d'innovation de rupture, ce qui va changer les choses. Elles arrivent, ces innovations, alors qu'on a déjà un système en déficit. On dépense en France 11,5% de notre PIB, les États-Unis ont dépassé les 16,5%, l'Angleterre est à 9,5%, vous avez vu tout ce qui est en train de se passer. L'élection en cours, on en parlait il y a 2 secondes, en Angleterre, ne va pas se faire sur les enjeux du Brexit, elle va se faire sur les enjeux du NHS, du National Health Service, parce qu'ils ont peur que le NHS soit vendu aux États-Unis. C'est un autre débat, on n'a pas le temps, mais je serais ravi d'en parler avec vous. Et enfin, et c'est heureux, j'ai commencé par l'explosion de la demande, mais il y a une place accrue du patient. Alors, si vous me permettez d'être très trivial, je dirais que le patient n'est plus du tout patient. Donc, on peut oublier. Il est tout sauf patient. Et vous reconnaissez sûrement, vous n'avez plus envie d'attendre. Le patient est devenu un consommateur, comme on me demande de parler de marché. Un consommateur qui veut le meilleur soin possible, qui ne veut pas attendre, et qui devient acteur de sa santé. On a chacun une responsabilité dans son niveau de santé, notamment dans ses facteurs de risque, dans son comportement. On souhaite, et c'est heureux, un parcours de soins adapté à chaque profil de patient. Si on n'est pas éduqué, on doit faire plus pour le patient pas éduqué, pour essayer de répondre à cette inégalité des soins. On en parlait beaucoup avec le président de l'université privée de Fès hier soir. Et le patient devient un acteur de sa santé et un acteur collectif, puisqu'on a même réussi, on y a contribué un petit peu avec Tous pour la santé, un petit peu de publicité pour mon émission sur les réseaux sociaux, pour que les patients soient présents au comité économique des produits de santé. Vous voyez bien que ça change. De ce fait, le système de santé du XXe siècle, qui était très hospitalo-centré, n'est plus adapté. Et je pense que vous allez vous reconnaître, parce qu'on a un système entre le Maroc et la France qui sont relativement en miroir. Sur la gauche, vous avez une baisse assez importante du nombre de médecins généralistes en ville, qui est de l'ordre de plus de 10% en 8 ans. 8 ans, c'est pas grand-chose, hein. C'est une baisse énorme. À côté de ça, vous avez en 20 ans un doublement du nombre de passages aux urgences. Évidemment, quand vous n'avez plus de médecins en ville, les gens ne sont pas idiots, ils ont un besoin, ils vont dans les urgences hospitalières, ce qui pose un problème d'embouteillage. Et vous avez sans doute entendu parler de la crise des urgences auquel notre pays, la France, fait face depuis maintenant 10 mois. Nous y travaillons avec les autorités de santé. Maintenant, j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus réactifs. Je pense qu'il y a des choses à faire très intéressantes. On a fait des propositions, je crois, loin d'être idiotes. Mais bon, on va sans doute y arriver. On a l'hôpital en crise, en feu. On a le mal-être des soignants. On a un record de suicides parmi les soignants. Et ça touche toutes les professions. Les aides-soignantes, les infirmières, qui sont dans une situation difficile. Et j'ai la chance de travailler beaucoup avec les infirmières, que j'aime beaucoup, c'est un corps extrêmement dévoué, mais aussi les chefs de service. Donc vous avez dû voir qu'ils sont en grève. Vous avez connu ça l'année dernière. Les internes
on rejoint la grève il y a 2 jours. Donc vous voyez que la France sait suivre le mouvement du Maroc. C'était l'année dernière, je crois, ou cette année au début d'année, si je ne me trompe pas. Donc, on va vers un changement de modèle. Si j'ajoute à ça qu'on veut une prise en charge plus ambulatoire, moins de médecins en ville, des urgences embouteillées, et en plus, les patients veulent être pris en charge plus proche de chez eux. Donc, c'est la quadrature du cercle. Je vous ai développé un modèle sur lequel nous sommes en train de travailler dans une douleur, la douleur neuropathique, qui est une douleur très sévère. Pour l'instant, seuls les centres hospitaliers spécialisés peuvent prescrire les traitements adaptés. Maintenant, on est en train de les faire évoluer pour passer vers d'autres hôpitaux de jour non spécialisés, voire des consultations externes à l'hôpital, et à terme, ça va passer entre les mains des médecins, à condition qu'il y ait des protocoles, qu'il y ait des algorithmes, on en reparlera avec Jean-François, des algorithmes dignes de ce nom, qu'il y ait des protocoles et qu'ils aient la capacité d'appeler les experts. Vous me voyez venir avec mes gros sabots, c'est évident qu'on va avoir besoin d'outils, de prérequis pour vérifier, et notamment la téléexpertise va être un outil formidable pour permettre de diminuer cette file active de patients. Il y a des patients à l'heure actuelle qui sont diagnostiqués pour une douleur neuropathique sévère, par exemple après un zona, avec retard, traité avec retard. Plus le patient souffre, plus son état de santé va se dégrader, plus ça va coûter cher. Donc vous voyez bien qu'on a besoin d'outils. Et donc, c'est ça ce qui se passe. On a plus de besoins, on a moins de médecins généralistes, on a envie d'être traité le plus proche possible de là où on habite, et donc ça veut dire qu'on a des nouveaux modèles qui se mettent en place. Il y a des maisons de santé pluriprofessionnelles qui se mettent en place. Nous avons maintenant en France 1200 maisons de santé avec 10 professionnels de santé, 5 médecins, 5 non-médecins, qui travaillent de façon coordonnée. Le but est d'utiliser la bonne ressource, autrement dit la bonne compétence, pour la bonne demande, le bon patient, au bon moment et au bon coût. C'était une promesse du président Macron de doubler le nombre de maisons de santé. Lorsqu'il est arrivé, il y en avait 1000. Pour l'instant, il y en a 1200. Il lui reste encore un peu de temps pour arriver au fameux 2000. Mais ça se développe. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle, il y a des acronymes barbares, les CPTS, les communautés professionnelles de territoire de santé, qui correspondent tout à fait à ce qui a été exposé un petit peu plus tôt par l'agence, en volonté de créer des centres de santé dans les territoires marocains. Ça y ressemble. Le virage de l'ambulatoire, j'en ai parlé. Nous avons maintenant 54% des actes de chirurgie, des opérations qui sont faites en ambulatoire, qui ne nécessitent plus une hospitalisation classique, qui sont faites durant la journée. Autre problème, elles passent de plus en plus vers le privé, c'est un autre sujet. L'objectif est d'arriver à 70%. Autre levier, c'est le rôle des paramédicaux. Et ça, c'est un point majeur, et ça me semble tout à fait adapté à la situation marocaine. On est en train d'augmenter, et nous y avons, nous, tous pour la santé, beaucoup contribué. C'est nous qui avons eu l'idée de suggérer aux pharmaciens de jouer un rôle dans la vaccination contre la grippe. Vous êtes peut-être au courant qu'il y a 2 ans, on a eu une expérimentation dans 2 régions, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Nouvelle-Aquitaine, pour montrer que les pharmaciens, s'ils étaient formés, évidemment, pouvaient vacciner contre la grippe. Ça a été un succès. L'année dernière, il y a eu 4 régions, et maintenant, c'est généralisé. Et les pharmaciens permettent d'augmenter la couverture vaccinale en vaccinant des gens qui ne seraient pas vaccinés s'il n'y avait pas ça. Il y a maintenant des infirmières. On forme des infirmières, ce qu'on appelle de pratique avancée, qui vont arriver à un niveau de maîtrise et qui vont être capables de renouveler des prescriptions, voire même de prescrire dans certains cas. Je peux vous donner l'exemple de la Hollande, des Pays-Bas, où ils ont des infirmières spécialisées qui suivent les patients en post-infarctus du myocarde ou en post-accident vasculaire cérébral. Et figurez-vous, ça marche mieux. Non seulement ça marche bien, mais ça marche mieux que quand c'est seulement avec des médecins. C'est pas pour vous faire rire, parce que je le pense vraiment. Je pense vraiment que les patients mentent plus à leur médecin qu'à l'infirmière ou au pharmacien. Il y avait un article dans le New York Times il y a quelques années qui disait qu'on mentait plus à son médecin qu'à son portable. Effectivement, votre mobile, votre portable est au courant de toute votre vie. Il est sans doute
C'est le seul objet qui connaisse toute votre vie, à part vous-même. Je mets au défi qui que ce soit de savoir quelle est exactement la vie de l'un d'entre nous. Les infirmières, on ne ment pas à l'infirmière, on lui raconte sa vie. Et donc, ce rôle des paramédicaux devient absolument fondamental. Alors, vous voyez bien, on doit passer de l'hôpital à la ville, on va passer du médecin à l'infirmière, au pharmacien, on a besoin d'outils. Sans outils, c'est absolument pas possible. Il n'est pas question de déconnecter, évidemment, la coordination de ces soins du médecin. C'est le médecin qui doit être un coordinateur, mais il faut des outils. Et bien sûr, la e-santé est là pour accompagner le mouvement, est là pour booster le mouvement. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Les déserts médicaux se développent. Vous avez vu les gilets jaunes, c'était le sujet majeur des gilets jaunes, c'était la mise à disposition, l'accès aux soins. Et donc, c'est la révolution de la e-santé pour l'accompagner. Et il y a une autre révolution qui vient juste derrière, dont Jean-François va nous parler. C'est la révolution de l'intelligence artificielle et des data hubs, c'est-à-dire des entrepôts de données qui vont nous rendre collectivement plus intelligents. Mais je ne veux pas préluder de ce qui sera dit un peu plus tard. Alors, est-ce que ça existe? Oui. Ça existe. Je ne vais pas vous détailler tout ce que j'ai mis sur cette diapositive, mais c'est juste quelques exemples qui vous montrent que l'e-santé en tant qu'outil d'amélioration de la prise en charge des patients, outil d'amélioration de la productivité des soignants, outil d'amélioration de la qualité de vie des patients et des soignants, ça existe. Je vais prendre deux exemples. Un, c'est Doctolib, dont vous avez entendu parler, c'est-à-dire la capacité de mettre, grâce à une plateforme, en contact des médecins avec des patients. Eh bien, les patients peuvent appeler ce centre pour avoir un rendez-vous. Ah, votre médecin n'est pas disponible, on va vous orienter vers un autre médecin. Ou bien, on peut vous orienter vers une téléconsultation. Ou bien, demain, ça n'existe pas encore, on pourra vous orienter vers une infirmière ou vers un pharmacien. Même chose pour la téléexpertise. Je suis médecin généraliste. Vous savez qu'en France, on a de moins en moins de dermatologues de ville. Et les dermatologues qui sont là, ils n'ont plus tellement envie de faire du médical, ils préfèrent faire de l'esthétique. Ça pose un problème pour le diagnostic des mélanomes. Donc, les généralistes, j'étais pédiatre, moi, j'y connais rien en dermatologie. Donc, aucune critique, vous avez des généralistes. Les généralistes ne sont pas les meilleurs en dermatologie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient tous leurs patients, dès qu'ils ont un doute, vers le centre expert hospitalier. Ce centre expert devient embouteillé. Je vous donne un exemple de ce qui a été fait à côté de Nantes. Ils ont mis en place un réseau, ils ont formé les généralistes. Il y a un outil sur le téléphone portable. Ils prennent une photo de la lésion qui est envoyée à l'expert, qui répond « Non, t'inquiète pas, pas de problème. Oui, il y a un problème potentiel, le rendez-vous est donné en 48 heures. » Vous voyez bien que ça change la vie des patients et ça évite l'embouteillage. C'est juste une illustration pour vous montrer ce qui se passe. Il y en a bien sûr bien d'autres. Un point, il faut que vous sachiez que la Food and Drug Administration a donné l'autorisation de diagnostic pour un outil de e-santé, d'intelligence artificielle dans la rétinopathie diabétique sans intervention humaine. Et dans le mélanome, un outil d'IA, d'intelligence artificielle, fait mieux que 60 des meilleurs experts du monde. Vous voyez bien les conséquences que ça va avoir en termes d'organisation des soins. C'est bien pour ça que nous travaillons en lien avec l'IDAT, qui s'occupe de toute la partie infrastructure amont. Je n'y comprends absolument rien. Ils font ça très très bien. Nous, on va s'occuper un tout petit peu de l'atterrissage, de comment ça va faire, parce que ça va avoir des conséquences. C'est pour ça qu'on fait ça. Alors, évidemment, ça ne s'accompagne pas, ça ne se fait pas tout seul. C'est pas miraculeux. Ça n'arrive pas comme ça en disant c'est formidable, l'eau est changée en vin. Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et ça pose des problèmes culturels. Ces problèmes culturels peuvent être bien évidemment avec les patients. C'est parfois un peu déconcertant de voir quelqu'un au travers d'une vidéo, mais ça peut être aussi chez les professionnels de santé. Je vous en donne un exemple avec une émission de Tous pour la santé. Tousporlasanté.tv, on a décidé de tester la téléconsultation. Un de nos journalistes, Piotr, pour ne pas le nommer, se sentait pas très bien hier, et comme il préparait l'émission, pas question qu'il s'absente de son poste de travail, il s'est donc connecté à un site en ligne, il a répondu à quelques questions sur Internet, et 5 minutes après,
Un médecin l'a contacté. Donc vous avez mal à la gorge, c'est ça? J'ai surtout du mal à avaler, quoi. D'accord. Mal, Votre téléphone, vous allez mettre comment ça s'appelle, la lumière, la torche. Le médecin est flouté, c'est à dessein. Retournez et ouvrez la bouche. Ok, ça marche. Très bien. Voilà, c'est bon. Donc vous avez deux choses. Vous avez une angine rhinomatopulpacée avec aussi une rhinopharyngite. Vous avez jamais été opéré? Jamais. Donc je mets l'amoxicilline, la vitamine D et le nasonex dans votre espace patient avec du Doliprane. Du coup, l'ordonnance, je la reçois sur mon téléphone, c'est bien ça. Vous pouvez l'imprimer, ou des fois quand vous le montrez à la pharmacienne, le pharmacien, et il s'arrange pour l'imprimer lui. Hein. Voilà. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Jocelyne Rousseau, vous êtes médecin généraliste en Seine-Saint-Denis. Ça vous effraie, ce métier qui va complètement être bouleversé? Au contraire, ça vous excite, vous trouvez ça formidable? Moi, j'avoue que ça m'afflige totalement. Ça m'afflige totalement. Où est l'examen clinique? Où est le rapport humain? Franchement, si c'est ça, la société déshumanisée qu'on prépare pour nos enfants, ça me fait flipper. C'est sûr que la téléconsultation ne va pas permettre une prise en charge de cas complexes, de cas où les examens cliniques sont nécessaires. Par contre, se dire qu'en Champagne-Ardenne, par exemple, une patiente doit faire 50 km aller, 50 km retour pour un simple renouvellement d'ordonnance, c'est du temps perdu pour tout le monde. Et là, la téléconsultation est une très bonne réponse, bien sûr, sur des étapes du parcours très simples. Donc vous voyez bien qu'un Français sur deux dit c'est mieux que rien. Moi, je préfère avoir un lien avec un médecin, mais il y a quand même le combat des anciens et des modernes. C'est vieux comme le monde. Et cette dame que vous avez vue, qui est médecin en Seine-Saint-Denis, est une pionnière et quelqu'un de formidable. Mais il y a une réticence au changement. Et ça, il faut le comprendre. Il faut déterminer pour quel type de situation ça va créer de la valeur. Deuxième type d'exemple, des conséquences éthiques. Je prends l'exemple du cancer du sein. Si, grâce à l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir diagnostiquer des images sur le sein bien avant l'œil humain. Bien avant l'œil humain. Mais est-ce que, dans tous les cas, il y aurait une dégradation pour aller vers le cancer? Je ne peux pas vous le dire. Et si ça veut dire qu'on prend en charge toutes ces lésions en amont, on va effectivement, grâce à ça, et c'est formidable, éviter des transformations en cancer. Mais est-ce qu'on ne risque pas de surtraiter certaines patientes avec des effets indésirables? Oui, c'est ce que j'ai mis. Deuxième type de problème, grâce à l'intelligence artificielle, aux États-Unis, ils ont fait un arbre décisionnel, un algorithme qui était formidable, qui était basé. Le but était d'identifier les patients les plus sévères pour leur proposer une offre. On s'est aperçu qu'en fait, c'était au détriment des patients afro-américains. Pourquoi? Parce que les patients afro-américains ont moins de recours aux soins aux États-Unis et donc on sous-estime leur gravité. C'est ce qui est montré sur les schémas, je ne vais pas rentrer dans les détails, et donc ils sont aperçus qu'il fallait corriger l'algorithme pour ne pas perdre ce type d'information. Donc vous voyez bien, et ce sera ma conclusion, que cette révolution, elle est là. Il y a une augmentation des besoins, une diminution des médecins, une envie différente d'être mieux soigné, plus vite, plus proche de chez soi. Bien évidemment, l'e-santé est une formidable opportunité pour transformer ce système, pour sécuriser la meilleure prise en charge, mieux coordonner les acteurs, optimiser la délégation de tâches, mais ça a certaines conditions. Et ces conditions, et on en reparlera avec Jean-François, c'est d'utiliser les outils à bon escient. Les outils ne sont que des outils, et pas plus. Donc il faut les utiliser à bon escient. Il faut définir des objectifs clairs, bien évidemment identifier et surmonter les différents freins, y compris culturels, mesurer la valeur créée. Et deux choses, si vous me permettez. Ne pas laisser sur le bord de la route certains patients qui vont avoir des difficultés à jouer le jeu, qui sont les patients plus démunis. Pour cela, il faut faire plus. Deuxième chose, formidable l'intelligence artificielle, mais attention, en cas de bug, il va bien falloir qu'il y ait quelqu'un qui comprenne le détail et mette les mains dans le moteur pour régler tout ça. Et c'est exactement ce dont on va parler en détail avec Jean-François.